Et ça m'amène à parler d'un élément, c'est peut-être un peu technique, mais je pense que ça vaut la peine, qui s'appelle l'azote. Bon, vous savez sans doute tous qu'on est en gros fait, nous, tous les êtres vivants, de 4 éléments, hein, de l'azote, du carbone, de l'oxygène et de l'hydrogène. On retrouve l'eau, bien sûr. Bon, alors il y a aussi du calcium, du fer, tout ça, mais tout ça, ça représente moins de 1%, bien plus, du poids d'un organisme vivant. Bon, on sait aussi que l'azote, je dirais, c'est les protéines, hein, et que je dirais, l'organisme humain est fait essentiellement d'eau, ça a été dit tout à l'heure, de protéines et de lipides. Peut-être un peu trop de lipides aujourd'hui dans certains cas. Les protéines, c'est les muscles, c'est... voilà. Et les protéines, c'est de l'azote associé notamment à de l'oxygène et à de l'hydrogène. Alors cet azote, c'est un paradoxe assez étonnant. Le carbone, les plantes le trouvent dans l'air, dans le peu de gaz carbonique que contient l'air, grâce au processus bien connu de la photosynthèse. Mais l'air est constitué à 78% d'azote, une quantité infiniment supérieure à la quantité de carbone contenu dans l'air, et pourtant les plantes sont incapables d'utiliser cet azote. Paradoxe, je ne sais pas pourquoi, mais c'est trouve qu'elles sont directement incapables de l'utiliser. Alors comment elles font? Bien, encore une fois, elles ont recours au service des bactéries du sol, car seuls les micro-organismes, principalement des bactéries, quelques algues microscopiques aussi, sont capables d'utiliser l'azote de l'air, qui existe dans l'air sous forme N2, deux atomes d'azote accrochés, et qui, alors, par principalement le mécanisme que connaissent tous les agriculteurs de la fixation symbiotique par les légumineuses, puisque les légumineuses étant presque la seule famille de plantes capable de former une symbiose avec des bactéries, ce qui forment les nodules qu'on voit sur les racines des légumineuses, qui sont donc capables d'utiliser l'azote de l'air et de le transférer aux plantes de la famille des légumineuses. Il y a également des bactéries, ce qu'on appelle des fixateurs libres, qui fixent directement l'azote de l'air sans passer par cette symbiose, mais enfin, ça concerne des quantités beaucoup moins. Donc voilà, tout ce système finalement a toujours fonctionné très bien jusqu'au début du XXe siècle. Donc la nourriture des plantes trouvait leur azote à la fois dans celui qui était contenu dans les matières apportées au sol, notamment le fumier, les résidus de récolte, et puis complété par la fixation d'azote atmosphérique par les bactéries du sol. Et puis il s'est passé un événement extraordinairement important, qui était vraiment la plus grande révolution de l'agriculture de tous les temps, jusqu'à aujourd'hui peut-être avec les OGM, dont on nous parlera tout à l'heure, genre Gilles-Éric Serralini, qui a été de trouver un procédé industriel capable de fixer l'azote de l'air, c'est-à-dire de le mettre sous une forme donc liée à de l'hydrogène, puis après à une série de transformations à de l'oxygène, pour le rendre disponible pour les plantes. Cette invention géniale, qui a été considérée comme géniale à l'époque, et qu'on peut considérer comme géniale, elle a d'ailleurs valu à son auteur le prix Nobel, elle a juste un siècle, et d'ailleurs c'est curieux parce que c'est concomitant avec la naissance de la physique quantique, c'était un hasard, qui a trouvé, donc c'était un dénommé Fritz Haber, qui a découvert un procédé industriel de faire cette combinaison. Ça s'est passé juste avant la Première Guerre mondiale. On dit d'ailleurs que s'il n'y avait pas eu cette invention, les Allemands n'auraient jamais pu gagner la guerre. Je ne sais pas si c'est vrai. Parce que déjà à l'époque, alors pour revenir un petit peu à l'histoire de l'agriculture, tout ça faisait suite à cette autre invention très importante de Liebig, dont je parlais tout à l'heure, qui avait découvert que les plantes se nourrissaient de ces composés azotés simples. Mais à l'époque, on ne savait pas comment les fabriquer. Alors on avait déjà, comme on savait que plus on mettait l'azote et plus on produisait, on avait déjà commencé à importer du nitrate du Chili, du guano du Pérou, enfin à mondialiser l'agriculture à partir de ressources azotées fossiles, puisque c'était des déjections animales accumulées depuis des milliers ou des millions d'années. Mais bon, alors avec ça, c'est avec ce système. Alors avec
guerre, blocus continental, etc., on évidemment ne pouvait plus importer ces engrais et je dirais c'était très bienvenu de pouvoir fabriquer de la soda industrielle. Entre parenthèses, alors ce dénommé Haber s'est mis en cheville avec un industriel qui s'appelle Bosch, qui existe toujours, c'est pour ça qu'on appelle le procédé Haber-Bosch, qui fabrique toujours des machines à laver et un tas d'autres choses d'ailleurs. Bref, entre parenthèses, le dénommé Haber, à peu près en même temps, a également inventé les gaz de combat qui ont tué des centaines de millions de personnes, de milliers de personnes pendant la guerre. Alors certains ont voulu lui retirer le prix Nobel, finalement on lui a laissé. Il est intéressant que, je dirais, l'inventeur d'un procédé qui avait, je dirais, une très bonne intention au départ, qui était de susciter, de développer la vie, puisqu'on pouvait produire plus de plantes, donc nourrir plus d'animaux, nourrir plus d'hommes, c'était formidable. Il ait en même temps inventé des molécules assez proches, peut-être, non pas proches physiquement, mais d'autres molécules capables, elles, de tuer en quelques journées ou en quelques mois des centaines de milliers de personnes. Bref. Alors pourquoi cette invention, je dirais, complètement révolutionné l'agriculture? Parce qu'on n'avait plus besoin de se préoccuper d'apporter du fumier, il suffisait de mettre 100 ou 200 kilos de petits granulés ou d'une poudre très facile à épandre, dont on pouvait fabriquer des quantités indéfinies. C'était, je dirais, la merveille des merveilles. Et effectivement, ça a permis d'augmenter considérablement les rendements. Ça a été une des bases de la révolution verte dans les années 70, etc. Alors, c'est ce dont on a mis très longtemps à s'apercevoir, c'est les conséquences de cette invention, ou plutôt de sa mauvaise utilisation, parce que si elle avait été utilisée intelligemment, peut-être en apportant un petit peu d'azote de synthèse en complément d'un système agronomique, je dirais, raisonnable, pourquoi pas, encore qu'en bio, on ne voit pas jusque-là. Mais je dirais sa mauvaise utilisation, c'est-à-dire que, comme on a vu que ça permet de faciliter beaucoup les techniques de production avec des rendements plus élevés, mais on a sans cesse augmenté les doses. On s'est aperçu que c'était plus la peine de mettre du fumier, que c'était plus la peine d'avoir des légumineuses, puisqu'on n'avait plus besoin d'elles pour fixer l'azote de l'air, donc plus de rotation, donc monoculture. C'est à ce moment-là qu'est apparue la monoculture, parce qu'elle était totalement impossible avant. Monoculture veut dire l'absence de fumier, absence de légumineuses, disparition progressive de l'humus, de la matière organique du sol. Ça veut dire multiplication des parasites et des maladies, parce que, je dirais, avec l'érodation, on interrompt le cycle de reproduction des insectes et des maladies. Donc, nécessité d'utiliser de plus en plus de pesticides. Donc, pratiquement tous les maux, une bonne partie des maux de l'agriculture, pas tout à fait tous, parce qu'il y a aussi la mécanisation excessive avec les labours profonds, mais une grande partie des maux de l'agriculture qu'on considère aujourd'hui, c'est-à-dire impact notamment des pesticides sur la santé, sur l'environnement, a pour origine cette, je dirais, merveilleuse et funeste à la fois invention qu'a été la synthèse industrielle de l'azote. Alors, ce problème de l'azote, c'est intéressant d'aller au-delà de cet aspect-là pour dire que, bon, qu'est-ce qui se passe finalement? Aujourd'hui, on fabrique chaque année à peu près 90 millions de tonnes d'azote par ce procédé, et on injecte donc dans le système du cycle de l'azote, qui fonctionnait très bien jusqu'à présent, des quantités considérables, presque égales à ce qui a été fixé par l'ensemble des plans de la planète et apporté par le fumier jusque-là, ce qui a complètement perturbé et déséquilibré les minutes. C'est vrai qu'il faut peut-être un peu de temps à on a complètement déséquilibré tout le système. Donc, on arrive avec d'autres. Bientôt, il y a un rapport qui a été publié il y a quelques mois par un groupe de 200 scientifiques européens qui dénoncent les conséquences de cet excès d'azote sur la santé. Bon, les nitrates, tout le monde connaît, l'histoire des algues, etc. Mais il y a également, je ne rentre pas dans les détails techniques, ça provoque la synthèse,
l'envoi dans l'atmosphère d'ammoniac, qui sont mauvais pour la santé, d'un gaz à effet de serre, le protoxyde d'azote, qui, à poids égal, contribue 300 fois plus au réchauffement de la planète que le CO2, qui également actuellement est le principal responsable du trou de l'ozone. Donc voilà, tout ce système de l'introduction de cette quantité énorme d'azote artificiel a de multiples conséquences, et ce groupe de travail a estimé, quand ils ont travaillé sur l'Europe, qu'en Europe, le coût de cet excès d'azote ils l'ont chiffré entre 100 et 300 milliards d'euros par an pour l'Europe. Donc c'est intéressant de voir que, en réalité, cette invention qui avait pour objectif initial de favoriser la vie, finalement, a complètement, aujourd'hui, les effets inverses, à savoir de la perturber, de la détruire,